Emmanuel Macron a cramé la caisse, expression popularisée par Valérie Pécresse, qui la répète, il faut le dire, en boucle depuis la rentrée, elle qui est en campagne pour représenter la droite à la prochaine présidentielle. Et les adhérents d'ailleurs LR qui votent aujourd'hui lors d'un premier tour. Accusation fondée ou pas? On se pose la question avec vous, Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David, bonjour à tous. Journaliste au point. Alors il y a l'expression Macron a cramé la caisse. Xavier Bertrand aussi, évidemment, n'est pas en reste, il se lâche lui aussi. Macron fait campagne avec le chéquier de la France et sa réélection, quoi qu'il en coûte. Cette image du président qui dépense sans compter, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que ça passe l'épreuve, encore une fois, des faits et des chiffres qui sont têtus quand même, hein? Alors, évidemment, on est avant une campagne électorale et les politiques ont tendance à dépenser plus en approchant les campagnes électorales. Donc là, c'est sûr que Emmanuel Macron, ce n'est pas un budget spécialement rigoureux, hein. On a bien vu l'indemnité inflation, le prochain budget, alors qui sera financé finalement sur le budget 2021, c'est-à-dire cette année-là, on va utiliser les crédits de cette année et pas du budget de l'année prochaine. Mais des crédits non consommés, des crédits non consommés. Des crédits, oui, des crédits non consommés. Mais on ouvre un peu les vannes pour s'assurer que le pouvoir d'achat des Français ne baisse pas parce qu'il y a un ressaut d'inflation. Donc on peut considérer que ce n'est pas le rôle de l'État et c'est vrai qu'il ouvre un peu les vannes avant les élections, ça c'est sûr. C'est un grand classique, j'ai envie de dire, et surtout ça atteint des proportions qui pour l'instant restent contenu malgré l'effet d'annonce, hein, parce qu'Emmanuel Macron il joue sous les deux tableaux. Il veut faire des effets d'annonce pour chaque petite catégorie d'électeurs qu'il veut ramener, montrer qu'il agit jusqu'au dernier moment, qu'il fait un plan d'investissement pour l'avenir de la France, etc. Donc il a tendance à surjouer le côté regardez, je m'occupe de vous et je fais des dépenses qui sont énormes. Et de l'autre côté, il voudrait qu'il ait quand même une image de sérieux budgétaire. Et en fait, évidemment, les candidats de la droite l'attaquent là-dessus et c'est de bonne guerre. Quand on regarde l'ensemble de l'augmentation des dépenses publiques l'année prochaine, selon le rapporteur républicain au Sénat de la commission des finances, au final, c'est un chiffre qui est un peu plus important que d'habitude, c'est-à-dire les dépenses vont augmenter de 1,7%. C'est plus que les autres années, mais ça reste sur l'ensemble du quinquennat, si on regarde ce qu'a fait Emmanuel Macron, ça reste un peu moins en moyenne par an que ce que faisait François Hollande, encore moins que ce que faisait Nicolas Sarkozy, et encore moins que ce qu'avaient fait les premiers ministres ou Jacques Chirac avant lui. Donc en fait, si on le compare par rapport à ses prédécesseurs, sur l'évolution des dépenses publiques par année lors d'un mandat, finalement, il fait un poil mieux, c'est ça? Voilà, les dépenses augmentent un peu moins vite que lors des précédents quinquennats, sachant qu'il n'y a rien de fulgurant. Et tout ça, c'est évidemment hors le rapporteur Les Républicains a considéré qu'il fallait enlever les dépenses de crise qui sont des dépenses exceptionnelles pour lesquelles tout le monde est d'accord pour dire que ces dépenses étaient indispensables, elles auraient pu être un petit peu mieux calibrées parfois, etc. Mais ces dépenses-là ne sont pas contestées. Donc, quand on sort ces dépenses de crise qui, évidemment, changent totalement l'image, si on sort ces dépenses de crise et qu'on se concentre que sur les dépenses, si on peut dire, ordinaires, on peut vraiment distinguer les dépenses de crise des légitimes, comme vous le dites, aux dépenses, là, notamment celles qu'on a depuis la rentrée, qui, pour le coup, sont plus discutables. En tout cas, qui sont peut-être pas des dépenses de crise et qui s'inscrivent dans la durée. Oui, c'est assez difficile de distinguer, mais enfin, il y a des organismes indépendants qui arrivent à peu près à faire la part des choses. Encore une fois, c'est le rapporteur Les Républicains au Sénat, donc s'il avait des doutes, il le dirait. D'ailleurs, il dit il y a certaines dépenses, par exemple, MaPrimeRénov' pour rénover les logements et faire qu'ils soient plus efficaces énergétiquement. Oui, le problème, c'est de savoir, c'est dans le plan de relance. 700 000 dossiers a priori en 2021. Mais c'est dans le plan de relance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une dépense qui est censée exceptionnelle, on les retire du calcul, mais est-ce qu'on va arrêter de rénover, de subventionner, est-ce que l'État va arrêter de subventionner les rénovations énergétiques des logements après la présidentielle? Non, on peut considérer que c'est une nouvelle dépense pérenne qu'il va falloir assumer chaque année. Et là, donc, effectivement, là, c'est plus problématique. C'est comme toutes les dépenses pour la santé, pour le système de santé. C'était des dépenses qu'on peut considérer comme nécessaires parce qu'il fallait augmenter les personnels de santé, mais ce sont des dépenses finalement qui sont des dépenses pérennes et qui vont peser tous les ans sur les dépenses publiques et donc sur la dette et sur le déficit. Donc ce
qu'on voit bien, c'est que Emmanuel Macron, il a fait à peu près comme les autres. Il a été confronté à la crise des Gilets jaunes, dont on peut dire qu'il est responsable ou pas. Il a ouvert d'ailleurs le carnet de chèques à hauteur de mémoire 17 ou 20 milliards d'euros, je me souviens Oui, 17 milliards, mais enfin, ces façons de compter sont un peu discutables. Ce qu'il faut regarder, c'est à la fin de l'année de combien les dépenses publiques augmentent en pourcentage ou en valeur absolue. Et on est à 1, quelque chose. Et on est à, en 2021, 2%, et l'année des Gilets jaunes, c'était 1,8% en 2019. Donc 1,8%, c'est plutôt beaucoup. Emmanuel Macron a fait un gros effort de réduction des dépenses publiques en 2018, et à partir des Gilets jaunes, ça s'est arrêté. À cause de la crise des Gilets jaunes, on peut considérer qu'il est responsable. Puis après, à cause de la crise sanitaire, mais avec une partie quand même de dépenses ordinaires qui n'étaient pas spécifiquement liées à la crise sanitaire. Il en a profité pour abandonner totalement sa trajectoire de réduction des dépenses ordinaires qui avait été fixée en début de mandat, c'est-à-dire que cette réduction n'a pas du tout été tenue. On peut le comprendre dans les circonstances qui se sont matérialisées, mais c'est vrai que si les politiques veulent tenir leur promesse de réduire les déficits et de stabiliser la dette publique après le quinquennat, et qu'ils ne veulent pas augmenter les impôts. Du PIB. Voilà, donc la dette a augmenté de plus de 17 points du PIB, devrait avoir augmenté de plus de 17 points du PIB en quelques années. Donc si on veut vraiment contenir cette dette, il va falloir réduire le déficit, et pour réduire le déficit, soit on augmente les impôts, c'est une possibilité, c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon notamment, soit il va falloir contenir les dépenses publiques. Et c'est là qu'on voit mal comment on peut faire. Parce qu'en 2018, Emmanuel Macron a réduit un peu l'évolution des dépenses, il les a fait même baisser d'une certaine manière. Et ça, si on peut dire, ça a contribué à l'émergence des Gilets jaunes, même si c'était en gestation depuis des années. Donc, si on resserre la vis après la crise, là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va trouver des endroits où il est légitime de baisser les dépenses publiques? Et quand on voit tous les besoins qui semblent se profiler partout, de revalorisation de salaire pour des tas de catégories de la fonction publique, pour absorber des chocs d'inflation, pour financer la transition énergétique, on se dit, mais comment vont-ils faire pour passer d'une dépense publique qui évolue en moyenne par an de 1,2% à peu près, sous Emmanuel Macron, à une dépense publique qui ne doit évoluer à peu près que de 0,4%, donc c'est-à-dire une augmentation qui n'a jamais, si basse qu'elle n'a jamais été atteinte avec des besoins récemment. Qui sont colossaux. Avec des besoins qui sont colossaux. Alors on parle, je précise qu'on parle... Éducation, encore une fois, transition énergétique. Voilà, exactement. Mais on voit aussi régulièrement des rapports de la Cour des comptes qui montrent à quel point les dépenses, on a besoin parfois de dépenses supplémentaires dans certains domaines, mais à quel point les dépenses françaises sont totalement inefficaces. Il y avait encore un rapport du Conseil d'analyse économique hier sur le système universitaire qui montrait qu'en fait, il faudra sûrement investir plus sur l'université parce qu'il y a plus d'étudiants et que les taux d'encadrement sont très mauvais, que l'université française souffre d'un manque de moyens, mais qu'en fait, on fait des réductions fiscales pour les familles aisées qui n'en ont absolument pas besoin, qu'on investit sur les mauvaises formations, qu'on a un taux d'échec en licence des étudiants qui est phénoménal. Et donc, en fait, si on arrivait à réduire ces taux d'échec, les gens seraient plus en emploi derrière, ça ferait des impôts, ça ferait des rentrées fiscales, et donc on aurait moins de déficit au final. Les économistes ont montré que si on investissait de façon correcte dans le système éducatif, on arrivait à autofinancer des dépenses supplémentaires. Donc il faut absolument que les dépenses publiques deviennent beaucoup plus efficaces. C'est pareil, il y avait un rapport des comptes sur la police, un rapport de la Cour des comptes sur la police récemment qui montrait que les systèmes informatiques, l'organisation du temps de travail dans la police, tout ça est catastrophique. On n'arrive pas à réformer ça parce qu'il y a des syndicats qui bloquent quand même pas mal de réformes. Et donc, on met sans arrêt des moyens supplémentaires parce qu'il faut dire aux gens, regardez, il y a plus de policiers dans la rue, mais en fait, c'est extrêmement inefficace. On met des petits jeunes dans la rue qui sont censés traiter de la délinquance lourde de plus en plus et on voit que derrière, les résultats ne suivent pas. Donc il faut absolument augmenter l'efficacité de la dépense publique. Bon, et sujet très important. Si on revient à notre sujet sur est-ce qu'il a cramé ou pas la caisse, le président Macron, on a comptabilisé sur le moment de la crise des Gilets jaunes 17 ou 20 milliards d'euros de dépenses. Depuis la rentrée, on peut cumuler toutes ces dépenses qui ne sont pas des dépenses de crise, mais qui sont des dépenses qui socialement
par catégorie se justifient, mais qui ne sont pas en lien avec la crise et qui peuvent, encore une fois, chercher à avoir les faveurs de tel ou tel électorat. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, et puis en plus, c'est typiquement... C'est une quinzaine de milliards. Non, je ne crois pas que ce soit une quinzaine de milliards, je crois que c'est plutôt de l'ordre de 11 milliards. Ouais. Il y a à peu près 3 milliards de plans d'investissement, il y a 3,8 milliards de primes inflation, il y a le blocage des prix, il va falloir pour les prix du gaz, il va falloir indemniser les opérateurs qui fournissent le gaz. Je crois qu'à la fin, c'est à peu près 11 milliards. Mais par exemple, quand l'opposition dit « Regardez, on nous annonce un plan pour Marseille, un plan d'investissement pour Marseille, etc. » En fait, c'est des dépenses qui sont, à la fin, en 2022, je crois que c'est 100 millions d'euros. En fait, c'est une toute petite somme. C'est des réorientations de sommes dans le grand vase du budget de l'État. Et donc, en fait, c'est là où Emmanuel Macron essaie de jouer sur les deux tableaux. Et donc, il se fait taper à juste titre parce qu'il ne peut pas à la fois dire « Je vais régler tous les problèmes de Marseille » et en même temps investir des sommes qui ne sont pas énormes. Donc, vrai ou faux alors? Il a cramé la caisse ou pas le président? Je ne dirais pas qu'il a cramé la caisse, je dirais qu'il a relâché les dépenses en fin de quinquennat, qu'au final, en moyenne, il a cramé la caisse si on considère que les dépenses pour lutter contre la crise sanitaire, l'indemnisation du chômage partiel, le fonds de solidarité, etc., n'étaient pas nécessaires. Là où il faut faire extrêmement attention, ce n'est pas multiplier les dépenses pérennes. Et le problème, c'est que l'indemnité inflation, par exemple, on peut espérer que l'inflation revienne à des niveaux normaux et donc qu'on ne soit pas obligé de faire des indemnités inflation tout le temps. 4 milliards d'euros tous les ans. Ou que des dépenses du plan de relance s'arrêtent. Là, on va passer entre 2021 et 2022, on risque de passer de 8% de déficit à 5%. Ah oui, ouais. 8% de déficit à 5%. Comment on fait pour baisser le déficit? Juste, le plan de relance va perdre, les mesures d'urgence vont s'arrêter et le plan de relance continue à monter en puissance. Mais voilà. Donc, en fait, automatiquement, les dépenses publiques vont baisser, le déficit va baisser, le taux de dépenses publiques par rapport au PIB va baisser puisque la croissance est quand même forte. Et donc, la question, c'est de savoir, une fois qu'on aura fini toutes les mesures d'urgence, si la pandémie ne revient pas, une fois qu'on aura épuisé le plan de relance à la fin de 2022, à quel rythme on arrive à réduire le déficit dur qui reste d'année en année, ce qu'on peut appeler un déficit structurel, pour faire simple, qui peut être estimé autour de 4%, 3,8%. Et là, c'est là qu'on va voir sur quelles dépenses publiques il faut tailler, et c'est là que ça va devenir compliqué. Mais on n'est évidemment pas à un niveau structurel de déficit de 8%, et d'ailleurs, sans faire beaucoup d'efforts en 2022, il devrait retomber à 5% grâce à la croissance. Voilà, et puis tant que la BCE achète à tour de bras les obligations émises par l'État français, ça aide, mais elle ne sera pas toujours là. Et c'est ça, avec l'inflation, le retour de l'inflation, c'est le mais gros c'est un autre sujet, mais ça sera un problème à gérer plus tard. Merci beaucoup, Marc Vigneault, donc journaliste au Point. Merci Marc. Merci David. On voit juste, tiens, intéressant, on voit avant de se quitter bien sûr, j'allais oublier la couverture du Point de cette semaine, La France ni d'espions. Qu'est-ce qu'on a donc à lire cette semaine ? Ce qui est intéressant, c'est dans nos pages économie, on a une interview exclusive du PDG de Orange qui doit quitter le groupe, Stéphane Richard, et il raconte un petit peu pourquoi il est amer que la ministre sous laquelle il était... Christine Lagarde. Voilà, il travaillait pour Christine Lagarde à l'époque et il est mis en cause dans l'affaire Tapie. Et donc lui, il est condamné alors que Christine Lagarde, elle échappe plus ou moins à toute responsabilité. Et donc il raconte ça, il raconte à quel point c'était difficile de transformer Orange avec un État actionnaire qui a encore quelques 25% du groupe. Et donc, quel est le rôle de l'État? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il protège Orange contre les OPA hostiles? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu un boulet pour transformer une entreprise qui a besoin de continuer à se transformer? Très intéressant. Entretien donc exclusif, j'imagine, à lire dans les pages du Point de cette semaine. Merci Marc, salut. Merci David.